Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Bienvenue dans les vraies voix responsables. C'est la rentrée. La situation économique est pour le moins compliquée. Vous le savez, explosion du coût de l'énergie qui est préjudiciable, tant pour la production que pour les transports de marchandises. Canicule qui fait flamber les prix et certaines matières premières agricoles. Le tout pénalisant gravement le pouvoir d'achat des ménages. Dans le même temps, les entreprises se plaignent de ne pas trouver de salariés alors qu'il y a encore 2,3 millions de chômeurs en France, 7,4% de la population active et un peu moins de 2 millions d'allocataires du RSA. On est donc en crise, mais on ne sait pas trop où on va et on va donc décrypter avec nos invités comment les TPE-PME et les artisans gèrent la crise. Avec nos invités, bien entendu, Bernard Cohen-Haddad. Absolument, Bernard Cohen-Haddad, président de la CPE Île-de-France et du think tank Étienne Marcel. Bonjour, bienvenue. Bonsoir plutôt. Bonsoir. Farzaneh Ziafati, première vice-présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Paris, membre de la CMA Île-de-France. Alors elle, chef d'entreprise dans deux activités, le bâtiment et le numérique. Bonsoir. Bonsoir. Stéphanie Cos, qui est chef d'entreprise, qui a plusieurs boutiques d'esthétique et de beauté à Paris. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Et on va aller très loin. On peut dire dans quelle région du monde vous êtes, Luc-Éric Krief? Je suis très précisément à Abu Dhabi. Oui, parce que vous êtes président de Plast Alliance et vous êtes patron de TPE-PME pour aller chercher des marchés à l'exportation. Et c'est quand même important, sachant que la France va dépasser les 100 milliards de déficit commercial en 2022 et que ça va de mal en pis. On va commencer par prendre, vous êtes d'accord, ma chère Cécile, le moral de nos patrons. Oui, absolument. Ça vous va ? Absolument. Tiens, on va commencer avec vous, comme vous êtes président, mon cher Bernard Cohen-Haddad. On est plutôt en cette période de rentrée 2022 dans une phase d'inquiétude ou d'espoir pour les patrons de TPE, PME et les artisans? Alors Philippe, paradoxalement, le moral, le climat des affaires n'est pas négatif. On est légèrement au-dessus de la base, c'est-à-dire des 100. On est à 103. C'est pas non plus la folie. C'est pas vraiment la fiesta. En revanche, le moral des entrepreneurs dans les territoires et surtout dans les grandes métropoles comme Paris, on a quand même 1 250 000 entreprises, c'est pas la joie, il faut le dire, et c'est même la difficulté. On a encaissé le choc de la Covid-19, 28 mois de galère, et là, on enchaîne sur le prix des matériaux et sur la crise énergétique, et donc c'est pas folichon. Sur le terrain, par exemple, vous, Farzaneh, pas facile à dire, Ziafati, vous êtes vice-présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Paris. Quel est pour vous l'impact aujourd'hui le plus important ? Certes qu'il y a une croissance de chiffre d'affaires pour certaines entreprises, nos artisans et des commerçants, oui. Mais l'activité reste moins inférieure à son niveau de pré-Covid dans un contexte d'offerte incertitude. La situation internationale, oui. Aussi la guerre en Ukraine, son impact sur les prix d'énergie et des matières premières, les difficultés de réserve de provision et également les réserves affaiblit la confiance des chefs d'entreprise et ils font peser incertitude sur leur activité. Et on ajoute les difficultés à trouver les main-d'œuvre, oui. Les compétences qualifiées, donc ils ont besoin. Et ça, c'est très difficile à gérer, ça c'est sûr. Stéphanie Cos, dans l'esthétique, vous avez 3 boutiques d'esthétique beauté. On est dans quel état d'esprit ? Généralement, c'est bien de se refaire une beauté pour le moral. Oui, mais c'est pas prioritaire, c'est pas quelque chose de prioritaire. Donc, les chiffres sont encore très bas. La reprise ne s'est pas faite et la situation des entreprises est plus que jamais sensible. Quand vous dites que c'est pas prioritaire, forcément, parce que le pouvoir d'achat, il faut aller au plus facile et au plus juste, effectivement. Mais est-ce que ça veut dire que quand même, après le Covid, vous avez eu un regain qui est peut-être de nouveau un peu tassé aujourd'hui ? Ah oui, il y a eu un regain, mais de très courte durée. Qui se compte en quelques jours. C'est-à-dire que les fidèles que vous aviez depuis des mois ou peut-être des années aujourd'hui ne reviennent pas et utilisent peut-être ce budget ailleurs aujourd'hui ? Je pense aussi, oui. Leur façon de consommer a changé. On vient moins souvent ? Ah oui. Ah oui, clairement. Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner, par exemple, sur les habitudes de vos clients dans ce secteur d'activité qu'est le secteur de la beauté ? Est-ce qu'avant, on venait toutes les semaines ou tous les mois et aujourd'hui, c'est peut-être une fois par an ? Tous les mois, en général, la moyenne c'est tous les mois, mais il y a tout de même une baisse surtout sur Paris, une baisse de 30%. Surtout sur Paris intramuros.
Et quand vous dites surtout sur Paris, parce que vous avez des chiffres sur le reste de la France, ouais. Banlieue un peu moins difficile, le reste de la France, bon. Mais sur Paris intramuros, très difficile. On va prendre la direction d'Abu Dhabi, la porte à côté. Luc-Éric Krief, vous êtes vraiment un international, vous allez chercher des marchés pour votre entreprise un peu partout, là, quand même assez loin de Paris, on va dire ça comme ça. Tiens, il est quelle heure à Abu Dhabi ? Il est 21h10. Oh, il y a 2 heures de plus. Donc 2 heures de plus, donc c'est tout à fait raisonnable. Quel est l'état d'esprit des patrons qui exportent comme vous aujourd'hui en cette rentrée 2022 ? Je pense que les patrons qui exportent et qui ont des marchés de manière récurrente à l'export sont relativement confiants parce que l'export se porte plutôt bien. Il y a de la demande. Alors moi, je suis plus particulièrement dans les énergies renouvelables sur une de mes entreprises. Donc il y a une forte demande. Pourquoi ? Parce que les coûts de l'énergie effectivement explosent et que ce soit en France ou à l'étranger, on a un regain de la demande. Ceci étant, on est quand même confronté en France à des difficultés d'approvisionnement. Parce que je vais reprendre un petit peu ce qui se disait tout à l'heure. On a quand même une inflation très importante au niveau des coûts de matières premières, que ce soit dans la plasturgie ou dans la métallurgie. On a des coûts d'énergie qui ont littéralement explosé. Je crois que le meilleur exemple, c'est Duralex qui a mis 4 mois au chômage partiel ses salariés. Donc on a aujourd'hui des coûts d'énergie qui sont complètement délirants et qui accroissent dans l'industrie les coûts de production. Donc ceux qui exportent, je dirais, arrivent à tirer leur épingle du jeu. Par contre, je pense que les industriels qui sont aujourd'hui sur le marché national et qui sont concentrés même avec des grands donneurs d'ordre ont des difficultés même à renégocier les tarifs, c'est-à-dire les prix de vente. Puisqu'ils ont des contrats des fois pluriannuels avec des formules d'indexation qui mettent un peu de temps à se mettre en place. Donc on a un effet ciseau aujourd'hui et qui a commencé avec la Covid. Donc dans l'industrie, je dirais que le moral des patrons pour ceux qui exportent est plutôt satisfaisant. Pour ceux qui travaillent sur le marché national, c'est assez compliqué avec toutes les tensions que l'on a sur les approvisionnements et sur les coûts matières. Bernard Cohen-Haddad, justement le coût de l'énergie, la répercussion forcément sur les tarifs, est-ce que certaines entreprises essayent quand même d'absorber les coûts sans que ce soit finalement le client final qui paye toujours ? Alors Cécile, il y a une double difficulté, c'est qu'on est au mois de septembre. Oui. D'habitude, le dernier quadrimestre de l'année, c'est là où on relance la machine pour terminer, pour les fêtes, surtout dans toutes les activités de restauration, les métiers de bouche, puisque ça se termine par les fêtes de fin d'année, par Noël et le 1er de l'an. En tout cas, la perspective... La perspective, c'est ça, c'est que généralement, il y a la rentrée des classes et donc le dernier quadrimestre, c'est la relance de l'économie. Là, on est vraiment dans l'inquiétude. On a eu un discours relativement alarmant, pour ne pas dire alarmiste, de Madame Borne il y a une dizaine de jours. Et puis, il y a une réalité, c'est que il y a tout simplement cette augmentation des matières premières, il y a une raréfaction des matériaux, et puis il y a une chaîne d'augmentation de la logistique. C'est-à-dire pour transporter, c'est beaucoup plus cher, ça met beaucoup plus de temps, et forcément les marges dans les TPE-PME, elles se réduisent. Et paradoxalement, au bout d'un moment, si on augmente nos prix, on baisse, comment dirais-je, nos charges, et les salariés et les consommateurs, quand c'est trop cher, ils n'achètent pas. C'est ce que disait Stéphanie tout à l'heure. Au lieu d'aller dans un salon d'esthétique ou chez le coiffeur une fois par mois ou tous les 6 semaines, on y va une fois tous les 2 mois ou tous les 3 mois. On va à l'essentiel. Pourquoi ? Pour terminer, parce que dans les ménages, comme dans nos entreprises, 50% du budget est déjà occupé par des charges récurrentes. Donc vous voyez, il reste que la moitié du budget. Restez avec nous, on revient dans un instant. Vous voulez commenter et vous voulez vous aussi donner votre témoignage parce que vous êtes client, parce que vous êtes entrepreneur, parce que vous êtes artisan et vous sentez que ça coince quelque part et que beaucoup d'entre vous aujourd'hui se disent mais que vais-je faire à la fin du mois ? Est-ce que vous faites partie de ces gens ? 0826 300 300, c'est les vraies voix responsables. On vous attend jusqu'à 20h avec Philippe David. À tout de suite. Alain Bachung. Bienvenue dans les VV responsables avec nos invités qu'on représentera dans quelques instants puisque cette situation économique, vous le savez, pour le moins compliquée, explose. Les coûts de l'énergie est extrêmement préjudiciable pour les entreprises et on en parle avec nos invités tout de suite. Nos invités, Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Île-de-France et du think tank Étienne Marcel Farzaneh-Ziafati, première vice-présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Paris, membre de la CMA Île-de-France, chef d'entreprise dans le bâtiment et le numérique, Stéphanie Cos, chef d'entreprise qui a plusieurs boutiques d'esthétique, et Luc-Éric Krief, porte-parole de Plast Alliance, qui est avec nous depuis Abu Dhabi. Avant d'aller à Abu Dhabi, on va rester du côté de la France. Farzaneh-Ziafati, vous dans le bâtiment, vous vivez, on va revenir tout à l'heure avec Luc-Éric Krief sur ce sujet, à une explosion du prix que
c'est plus possible de finir un chantier avec les budgets prévus au départ? Oui, exactement. Parce que les bien dans le micro. Bien dans le micro. Les devis qu'on fait, il y a les durées de temps. On fait dans les médias pour 2 ou 3 mois. Et le prix augmente tous les jours, que même nous fabricants et les fournisseurs, ils ne donnent pas les prix pour le délai de 2 mois, 1 mois. Les prix, ça définit par jour dans la journée, ou il le garde pour 2 ou 3 jours. Dans ce cas-là, comment on peut terminer les chantiers avec le prix de départ? Et on ne peut pas imposer cette hausse de prix à nos clients. Ils ont, surtout pour les particuliers, il y a les budgets limités. Nous n'avons pas d'autre choix que acheter des matériels très bas de gamme qu'on trouve dans le marché. On ne trouve pas vrai matériel qui existait depuis toujours. Il y a rupture de matériel et stock partout. Ça pose le problème. On en parlait hors antenne justement sur ces matériaux. Je vous demandais si on pouvait changer de matériaux, ce qui était assez difficile parce que c'est un travail de longue haleine finalement que vous n'avez pas la possibilité de faire aujourd'hui. Exactement, il y a les processus de production. Aujourd'hui, on ne peut pas les changer. Imaginez pour les menuiseries extérieures en bois, quand il n'y a pas de bois, vous allez changer avec quoi? Il y a tellement de réglementation qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, ok, il n'y a pas de bois, je prends PVC, j'installe PVC. On ne peut pas faire ça. Et ça c'est pour le bâtiment, mais dans l'ensemble de métiers, c'est comme ça. Les entreprises sont les premières victimes de cette hausse de coûts d'entreprise. C'est par exemple, aujourd'hui, j'ai rencontré un fleuriste qui il me disait que les productions de fleurs jusque-là, période festival, étaient en plein air. Maintenant, on est obligé les produits à l'intérieur en serre. Et vous, les coûts d'énergie, en plus, ajouter les coûts de livraison, beaucoup de producteurs de fleurs préfèrent les arrêter. Et ils produisent plus. Et les conséquences, c'est sur c'est sur les commerces de fleurs. Les fleuristes, il est obligé de fermer sa boutique. Bernard Cohen, Haddad, est-ce que ça, on en parle beaucoup, de la souveraineté, justement, de replacer l'industrie en France, de faire des choses en France et de gagner un peu en autarcie, mais ça va prendre tellement de temps. Oui, c'était le projet de l'autonomie stratégique. Et ça, c'est important qu'on ait cette autonomie stratégique. Mais cette autonomie stratégique, elle ne se déclare pas par défaut. C'est-à-dire que là, cette crise, comme le Covid-19, on l'a subie. Alors qu'on avait en tête d'avoir une autonomie stratégique dans les territoires, parce que l'échelon de proximité joint aussi à une activité d'économie circulaire. Si on arrive à faire ça demain, on arrivera bien entendu à cette autonomie énergétique, cette autonomie de production et bien entendu à la proximité commerciale, ce qui fait gagner en coût et aussi en disponibilité, parce que ça coûte moins cher quand vous avez 50 km à faire, et puis ça fait travailler aussi des gens à côté. Stéphanie Cos, dans un métier aussi, on va dire, proche de nous que l'esthétique, la beauté, vous aussi vous êtes pénalisé par les hausses des coûts des matières premières. Vos fournisseurs vous disent maintenant telle crème c'est plus 10 € le litre mais c'est 15 € le litre, etc. Tout à fait. La cire a augmenté. De combien pour avoir une idée? 20%. Ah oui. 20% c'est énorme. De la cire. Oui. Des produits de beauté, du vernis à ongles, du dissolvant, du papier, des Kleenex, voilà. Est-ce qu'il y a des pénuries aussi dans ce secteur? Oui, il y a eu de produits. Il y a des périodes, oui, pénurie de gants, pénurie de papier, de bois, de spatules. Mais comment expliquer qu'on arrive en pénurie? Excusez-moi, j'ai l'impression d'être de retour en Pologne sous Jaruzelski au début des années 80. Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. La cire d'épilation qui augmente. Je savais pas qu'elle était fabriquée en Ukraine. On a l'impression qu'en Ukraine. Je ne savais pas. Luc, excusez-moi, je suis pas expert dans ce domaine. Luc, Éric Krief, président de Pastalliance, est-ce que on a l'impression que tout est fabriqué en Ukraine en ce moment? Je ne sais pas pourquoi. On découvre que voilà, il y a pas d'autres pays. Vous, c'est cette impression-là aussi de dire que tout est la faute de l'Ukraine ou de la Russie finalement? Non, moi je ne dirais pas que c'est la faute de tel ou tel pays, parce que je n'ai pas me fait encore traiter de pro-Poutine. Quand j'avais annoncé que les mesures qu'on voulait mettre pour pénaliser la Russie risquaient de pénaliser d'abord les entreprises européennes, on m'avait traité de pro-Poutine, donc je ne vais pas dire ça. Non, ce que je remarque, si vous voulez, je pense qu'il y a un phénomène d'opportunité, et globalement aujourd'hui, pour reprendre ce qu'il disait tout à l'heure Bernard, on n'a pas malheureusement les moyens de créer cette autonomie, cette autarcie, cette souveraineté que l'on voudrait au niveau industriel. Pour une raison évidente et qu'il ne faut pas éluder, c'est qu'aujourd'hui on est le pays le plus taxé en Europe.
voire au monde. Donc, bien évidemment, tant qu'on aura une politique qui est celle qui est la nôtre, avec non pas 2,5 millions de chômeurs, parce que ça, c'est effectivement, Philippe, quand à l'heure vous avez donné ce chiffre-là, c'est le nombre d'inscrits en catégorie A. 2,3 millions. À 5,3 millions. Ah oui, si on compte les gens au RSA, oui, largement, oui, bien sûr. Et si on compte les catégories B, C, D, oui. De sans emploi. Voilà. Et aujourd'hui, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent et on ne fait rien pour que les gens reviennent vers l'emploi. Donc, je dirais que tant qu'on n'a pas un discours qui est accompagné par des actes, malheureusement, on aura toujours des difficultés. Pour reprendre un petit peu tout à l'heure ce que vous disiez, Cécile, et ce que disaient vos invités sur les coûts des matières premières, je vais vous donner tout simplement deux chiffres et vous allez comprendre. L'acier a augmenté de 45% au niveau de la métallurgie. 45% Le plastique a pris 45%. Voilà. Le plastique, on prend un repère qui est le polystyrène, qui est le plus utilisé globalement, a doublé. Il est passé de 1,80 € à plus de 3 €, 3,40 € aujourd'hui, le kilo. Donc, on a effectivement des explosions des coûts de matières premières qui renchérissent les coûts de production et qui créent aujourd'hui un effet ciseau qui est complètement intolérable au niveau des entreprises, quelles qu'elles soient. Et c'est vrai sur des tas de matériaux. Alors, quand on parle de l'énergie, moi, il y a quand même quelque chose qui m'étonne, c'est que théoriquement, la France, dans les années 80, on voulait qu'elle soit indépendante au niveau énergétique et on a facilité le nucléaire. De Gaulle avait fait en sorte, et Pompidou a renchéri, pour que la France ait cette indépendance énergétique. On a développé le nucléaire. Hollande a voulu arrêter les centrales pour faire plaisir à ses amis écolos et on a laissé dépérir des centrales nucléaires. On a perdu notre indépendance énergétique, au détriment d'une Europe qui aujourd'hui donne des équivalents du coût d'électricité par rapport au gaz, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de centrales au gaz qui fonctionnent en Europe, vu qu'on n'est pas au niveau du nucléaire. Donc, on a indexé nos prix de l'énergie nucléaire sur les prix du gaz européen. La Russie nous privant effectivement de cette manne gazière qui est la leur, puisque l'Allemagne dépend à plus de 45% du gaz russe, on a un accroissement du coût de l'énergie qui devient également inacceptable, intolérable et qui crée des difficultés pour bon nombre d'entreprises qui sont dans l'industrie, qui ont des ressources et des besoins énergétiques importants. Je pense que si on avait eu une politique cohérente depuis longtemps, comme un chef d'entreprise, c'est l'aide. Ça veut dire qu'un chef d'entreprise essaie de prévoir son business plan à 5 ans pour voir un petit peu comment son entreprise va être. Si nos politiques avaient eu cette responsabilité d'envisager l'avenir et de ne pas se fourvoyer dans des discours purement électoralistes de politique primaire, je pense qu'on aurait eu un coût de l'énergie qui aurait été acceptable aujourd'hui, avec une activité nucléaire qui est la moins chère en termes de production et qui nous aurait permis d'avoir cette indépendance énergétique à plus 75%. Donc aujourd'hui, les erreurs de nos politiques, on les paye. Et quand j'entends encore François Hollande nous donner des leçons ou critiquer tel ou tel aspect, je pense qu'à un moment donné, il ferait bien de se regarder devant un miroir et d'assumer les erreurs qui ont été les siennes, parce que ces erreurs, on les paye aujourd'hui. Restez avec nous, on revient dans un instant. On reviendra Vous justement... me permettez de faire un mauvais jeu de mots? Non. Je le ferai quand même. Je le ferai pas. Non, mais allez-y, Philippe, bien sûr. Notre ami Luc Krief était à Abu Dhabi, mais il n'est pas à bout d'arguments. Voilà, c'est ça. C'était super. Allez, restez avec nous. On va revenir dans un instant. On parle beaucoup de PGE. Forcément, pendant le Covid, beaucoup d'entreprises se sont servies de ce soutien. Aujourd'hui, il va falloir payer. Peuvent-elles payer? On en parle dans un instant. 19h26. Bienvenue, c'est Vraies Voix et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Et c'est les vraies voix responsables jusqu'à 20h. En tout cas, ceux qui font bouger la France, je vous assure que ce sont bien les entreprises, les petites entreprises, les TPE, les PME, en tout cas, même les ETI aussi, on en parle assez peu souvent sur cette rentrée où la situation économique est pour le moins compliquée. On parle de récession, on parle de problèmes d'énergie, de coûts d'énergie, et on en parle avec nos invités, Philippe David. Nos invités, Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Île-de-France et présidente du think tank Étienne Marcel, Farzaneh Ziafati, première vice-présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Paris, membre de la CMA Île-de-France, chef d'entreprise dans le bâtiment et le numérique, Stéphanie Cos, chef d'entreprise qui a plusieurs boutiques d'esthétique et de beauté, et Luc Krief, porte-parole de Plastalliance. Bernard Cohen-Haddad, en début de semaine, on a un patron qui a appelé les vraies voix pour nous alerter sur les problèmes de remboursement d'URSSAF et de PGE suite au fameux « quoi qu'il en coûte » du Covid 2020-2021. Est-ce que vous avez des informations dans ce domaine? Un petit peu, mon cher Philippe. Donnez-les-nous. Parce que c'est un problème récurrent. C'est un problème récurrent parce que le « quoi qu'il en coûte » a sauvé des entreprises, mais il a un coût.
il a un coût pour les entreprises, et notamment une dette permanente pour beaucoup d'entre elles. Beaucoup d'entre elles ont encore des PGE. Les fonds de solidarité, il a fallu les rembourser. C'était pas gratuit. Il faut aussi payer la dette URSSAF. Et puis, il y a d'autres dettes qui sont récurrentes. Je l'évoquais tout à l'heure avec Cécile, puisque 50% du budget des ménages est payé par des frais récurrents. C'est aussi vrai pour les entreprises. Il faut payer le loyer, il faut payer l'électricité, il faut payer tout simplement le leasing des voitures, des ordinateurs, et puis il faut payer aussi la formation, et puis les salaires, et puis les taxes augmentent. Tout à l'heure, j'écoutais Luc Héry qui disait on est un peu les champions de la taxation en France. C'est vrai, on est les champions des prélèvements obligatoires, on est les champions des taxes, on est les champions de l'impôt sur les sociétés. Heureusement, ça baisse et il faut que ça continue que ça baisse. Il n'est pas normal qu'on ait encore à 22 ou 24% d'impôts sur les sociétés. On est aussi, on demande la baisse des impôts de production parce qu'il n'y a pas de raison que les impôts de production ne baissent pas alors que en dehors de la zone euro, on a aujourd'hui des concurrents vers le web. On vous demande d'augmenter les salaires. Et on nous demande d'augmenter les salaires. Et puis à Paris, on paye aussi maintenant les 2 roues parce que la taxation de M. Béliard, merci beaucoup, depuis le 1er septembre. Donc on voit bien, Philippe, qu'on a aujourd'hui une accumulation de charges et que les PGE, pour certains, seront difficilement remboursables. Ceci étant, ils ont sauvé beaucoup d'entreprises, il faut aussi le reconnaître. Est-ce que justement, il n'y a pas un problème avec l'entrepreneuriat en France, l'image en tout cas de l'entrepreneur qui gagne beaucoup d'argent, qui finalement était un nanti, mais on oublie de dire que c'est parfois des métiers presque H24, parce que vous, Stéphanie Cos, vous êtes entrepreneur, c'est-à-dire que vous devez certainement faire votre comptabilité ou le week-end ou le lundi ou voilà. C'est du H24. C'est du H24. 7 sur 7. Et on oublie de le dire. Et vous êtes forcément la dernière certainement à être salarié de votre entreprise. Que c'est d'abord les autres. Est-ce que parfois on n'a pas envie de jeter de dire vous savez quoi, je vais retourner dans le salariat et on va arrêter. Si. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mais bon, c'est une culture d'être chef d'entreprise. Qu'est-ce qui vous motive encore aujourd'hui finalement ? Qu'est-ce qui nous motive ? Ça c'est une vraie question parce qu'avec tout ce qui vous tombe sur la tête. Oui, il faut vraiment avoir une motivation. Oh, mais c'est pas le plaisir de gagner de l'argent, c'est le plaisir de travailler, tout simplement. De s'épanouir au travail. La liberté aussi, quand on est entrepreneur, on veut partir plus tôt, on part plus tôt. Oui, on peut finir plus tard aussi. On peut finir plus tard aussi, oui. Non, mais c'est la liberté, c'est aussi vital pour un entrepreneur. Farzaneh. Non, je pense que c'est pas la liberté et ni le salaire. C'est vraiment l'entrepreneur, il faut avoir dans l'âme. C'est pour les créer. Ouais. Pour créer, continuer. Pour créer quelque chose. C'est le plaisir, arriver aux pérennités. C'est ça les motivation plus importante. C'est vraiment entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat que ça nous motive. Mais pas forcément. Les problématiques et les plaisirs de petite entreprise, ça n'a rien à voir avec les grandes structures. Petite entreprise, oui, on travaille, on réveille tôt le matin, on dort tard, on travaille le week-end, on est la dernière toucher le salaire et c'est pas forcément on gagne plus. Mais on va continuer pour dire qu'on fait et on crée. C'est comme notre bébé. Ça devient une partie de notre vie et voir les grandir, ça fait plaisir. Luc Éric Krief, vous qui êtes président de Place d'Alliance. Porte-parole, j'ai fait une erreur sur la conduite. Et porte-parole, en tout cas, je vous nomme président. Tiens, ça y est, c'est réglé. C'est vous maintenant. Juste sur cette image de l'entrepreneur, est-ce qu'il ne faut pas, à un moment donné, vous mettre au devant de la scène, puisque le poumon économique, c'est quand même les entrepreneurs en France, hein, qu'ils soient tout petits, moyens ou grands, c'est eux aussi qui font tourner la France. Il faudrait finalement que la France se tourne vers tous ces entrepreneurs et leur donne la possibilité de vivre, de s'étendre, d'embaucher beaucoup plus. Il y a un petit décalage. Ouais. Il est loin de nous. Je vais pouvoir vous répondre. C'est le décalage. Je vais pouvoir vous répondre, Cécile. Vous m'entendez ? J'espère que vous m'entendez. Je vous entends. En fait, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le salaire moyen d'un patron de TPE-PME est autour de 2 500 € net. Oui. Donc, il n'y a pas de quoi, effectivement, se taper quand il se le paye. Quand il se le paye. Voilà, quand il se le paye. Mais bon, le salaire moyen, si vous voulez, aujourd'hui, c'est à peu près 2 500 € net. 80% des entreprises sont des PME en France. Donc, on est pourvoyeur d'emploi. Et effectivement, les PME sont le tissu même actif de l'entreprise, enfin de la France. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a encore cette culture de la fin du 19e siècle, Émile Zola, la lutte des classes. Et un patron, quand il devient patron de PME, forcément, c'est quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, voire qui vole l'argent. C'est encore pire. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un
quelqu'un qui va mettre et qui va se retrousser les manches pour aller au travail et créer de la valeur ajoutée. C'est quelqu'un qui, globalement, va tout faire pour voler la société. Regarde l'image véhiculée qu'aujourd'hui ont encore les chefs d'entreprise en France. Et c'est un discours qui est asséné, qui est répété à l'envi par un certain nombre de syndicats, par un certain nombre de types. Je dis bien de type volontairement comme Jean-Luc Mélenchon, qui aujourd'hui critique effectivement les PME, les patrons de PME. Elle a l'impression que les patrons de PME ne font rien pour les salariés. Moi, ce qui m'affole, je vais être franc avec vous, Philippe et Cécile, c'est quand j'entends aujourd'hui des gens de gauche, de la France insoumise, qui disent très clairement il faut faciliter l'actionnariat salarié pour que les gens rentrent effectivement et deviennent actionnaires. Mais est-ce qu'ils prennent les mêmes risques qu'un chef d'entreprise? Est-ce qu'ils sont caution des prêts que prennent les chefs d'entreprise pour pouvoir subvenir aux dépenses courantes de leur entreprise, au BFR, à l'endettement, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, des gens comme Jean-Luc Mélenchon... J'ai pas compris, Philippe. Non, j'ai dit BFR, besoin de fonds de roulement pour les auditeurs qui ne le savent pas tous. Ah oui, voilà, excusez-moi. Et quand j'entends Jean-Luc Mélenchon qui fustige les patrons, alors que nous endettons, nous cautions sur un certain nombre de prêts, et qu'on veut faciliter effectivement l'actionnariat salarié, il faut que l'on partage les profits, mais que l'on partage à ce moment-là les risques également. Et aujourd'hui, les patrons prennent des risques. Il faut en être conscient. Voilà, c'est important de le signaler. Bernard Cohen-Haddad, ce matin chez Bourdin, parlons vrai, un représentant de la CGT a dit que tout patron était un exploiteur. Quand vous entendez ça, est-ce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça donne ça, décourageant. C'est très décourageant finalement. Oui, mais vous savez, on est des salauds de patrons. Moi, je vais être beaucoup plus loin parce que, bien entendu, du moment qu'on est patron, on est censé être riche, rouler avec une grosse voiture, avoir le cigare. Mais ça, c'était du temps de Marx. Depuis, beaucoup d'eau est passée sur les ponts. Et comme l'a bien dit Farzanet, si on est entrepreneur, c'est parce qu'on a la fibre entrepreneuriale. C'est parce que tout simplement, on a envie de monter un projet d'entreprise. On a envie d'être sur un territoire. On aime notre métier. On aime le produit, comme Stéphanie, comme Farzanet. On aime travailler avec nos collaborateurs qu'on a choisis. On a envie de porter que vous accompagnez, que nous accompagnons et ainsi leur famille. On est souvent des équipes. On passe plus de temps avec ses collaborateurs. Mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas finalement? C'est quoi ce lien qui est rompu? Ce lien qui fonctionne, ça, c'est tout simplement la mentalité. Pour beaucoup de politiques, notamment, on peut le dire, chez l'ultra-gauche, les patrons, ce sont les riches et ils doivent payer. C'est la lutte des classes, point barre. Il n'y a pas d'autre, Cécile, programme, c'est tout simplement un aggiornamento qu'ils doivent faire sur leur vision de la société. Or, depuis, on a créé la RSE, on a créé l'engagement, on a créé les entreprises à mission sociale des entreprises, la gouvernance, on a la qualité de vie au travail. Tout ça fait que le monde a bougé et que nous, les entrepreneurs sociaux qui sont autour de la table, on fait en sorte d'être des bons patrons, même si paradoxalement, c'est beaucoup plus difficile pour nous quand on est un indépendant que pour nos collaborateurs. Je voudrais revenir sur un point qu'on avait commencé à évoquer avec Bernard Cohen-Haddad, les problèmes de PGE, d'URSSAF. Est-ce que les banques jouent le jeu avec les petits commerçants et les artisans en ce moment? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a besoin de rembourser le PGE. Parce qu'en général, une banque, elle peut vous dire, écoutez, on augmente le découvert autorisé. Est-ce que quelqu'un autour de la table, est-ce que quelqu'un a pris le PGE ici autour de cette table? Est-ce que l'un d'entre vous, non? Alors personnellement, non. Non, moi, j'ai pas pris, mais je voulais prendre un mot tout de suite après avoir les périodes de Covid, mais finalement, j'avais pas besoin. Et 7 mois après, quand j'ai demandé, on m'a demandé tellement de papiers, documents, parce que il y avait certaines entreprises déjà, ils ont pris un PGE, il y avait des fraudes, mais les banques, ils ont mis beaucoup de restrictions. Après, ils ont commencé 1 an après demander les garanties de chef d'entreprise, garanties personnelles. Ça veut dire, au lieu de faciliter la vie avec PGE, ils ont mis les difficultés pour le chef d'entreprise. Et aujourd'hui, beaucoup des entreprises, beaucoup de commerçants, ils n'arrivent pas à le vendre. Il faut vraiment l'État intervient pour prolonger cette délai de remboursement. Oui, pour les aider, effectivement. Il y a encore, vous voyez, c'est 54% des entreprises. Aujourd'hui, il est très clair qu'ils ont moins de chiffre d'affaires par rapport à une période avant Covid. Mais comme Bernard vient de dire, il y a les frais récurrents, il y a les loyers, il y a le salaire, les charges sociales. Si l'État intervient pas, les banques, ils sont pas à côté de chefs d'entreprise. À l'époque, banque c'était partenaire, mais aujourd'hui c'est plus partenaire d'entreprise. Luc-Éric Krief veut réagir, on le voit, oui. Allez-y, on vous écoute.
Oui, non, en fait, moi, j'ai eu droit et j'ai sollicité des PGE, pour être franc avec vous, aucune difficulté pour l'avoir. Voilà, j'ai demandé, j'ai obtenu une certaine somme, ça n'a pas été un gros problème. Par contre, je vais vous dire franchement, et si vous regardez de manière objective, savez-vous qui a bénéficié le plus des PGE? Les entreprises nationalisées, la SNCF, la Poste. C'est hallucinant. Oui. C'est hallucinant. Donc en fait, les premiers bénéficiaires du PGE, des PGE, ont été les entreprises nationales. D'accord? C'est-à-dire que non seulement l'État est actionnaire, donc elles ne peuvent pas déposer de bilan, mais en plus de ça, ce sont celles qui ont bénéficié le plus des PGE. Les deuxièmes bénéficiaires, la grande distribution. Oui. D'accord? Voilà. Donc si vous voulez, on a quand même un problème. On représente au niveau des PME 80% du tissu économique, et ce sont les PME qui sont servis en dernier. Parce que, est-ce que vous connaissez, vous, aujourd'hui, des banquiers philanthropes? Moi, je n'en connais pas. Très sincèrement, je ne connais pas un banquier philanthrope. Non, j'aimerais bien que le mien le soit. Non, mais il ne veut pas. Ils sont tous nos partenaires, ils sont en face pour empêcher. Mais justement, il y a une question qui se pose. On parle des problèmes d'URSSAF, on parle des problèmes de PGE, on parle des problèmes des banques qui ne jouent pas le jeu. Vous êtes tous d'accord là-dessus. Est-ce que vous avez, vous, Bernard Cohen-Haddad, et vous, Farzaneh Fati, en tant que président de la CPME, et vous, vice-présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat, des infos? Est-ce que le gouvernement va pas demander aux banques, jouer un peu plus le jeu, ou dire, écoutez, à l'URSSAF, augmentez les échéances? Est-ce que vous avez des infos dans ce domaine? Philippe, sur les PGE, il y a une mesure qui permet pour les PGE de moins de 50 000 euros d'intervenir directement auprès du médiateur crédit dans les régions. Ça, on s'y investit et c'est important. Concernant le reste, c'est-à-dire l'ensemble des difficultés, on a une capacité à travers les URSSAF, puisque l'URSSAF, il faut le dire, joue le jeu, mais étaler une dette, ce n'est pas l'effacer. Or, ce dont on aurait besoin, la doit toujours, oui. Il faut la payer. Et vous la payez sur 36, 48 mois. Il faut quand même la payer. Et elle grève un compte d'exploitation. On a, et ça a été bien dit par Farzaneh tout à l'heure et par Luc Éric, c'est qu'on a quand même aujourd'hui un raidissement des établissements financiers sur les autorisations de découvert. C'est-à-dire que quand vous aviez dans certaines entreprises 50 000 euros, 20 000 euros d'autorisation de découvert, votre situation de fonds propres est plus florissante. La banque renégocie à moitié les autorisations de découvert. Ça, c'est un vrai problème dans un contexte de crise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un volant moins grand de découvert parce qu'elles n'ont pas de visibilité, parce qu'elles ont peur d'être prises en défaut. Ça, c'est une réalité. Et puis, il y a aussi la capacité de multiplier la dette, parce que la dette, quand elle s'accumule, l'entreprise, elle n'est pas viable et elle a une mauvaise notation. Et si elle a une mauvaise notation, sur un certain nombre de marchés publics ou à l'international, elle peut voir, comment dirais-je, pour être dans la concurrence, c'est très difficile. Enfin, un point qu'on n'a pas évoqué, Philippe, c'est les délais de paiement. Il n'est pas normal qu'on ait des délais de paiement à rallonge, que ce soit les grands groupes qui payent en retard, les TPE, PME, que ce soit les établissements publics, parce que c'est eux les plus longs à payer. C'est eux, Philippe, on le sait, parce qu'on a travaillé tous les deux avec eux, on sait très bien, et quasiment tous, ce sont eux qui payent les plus mal, c'est-à-dire les établissements publics. Plus mal que l'État, plus mal que les grands groupes, et plus mal que certaines missions. Ce n'est pas acceptable, parce que pendant ce temps-là, les entreprises, elles ne peuvent pas vivre à crédit. Farzaneh, vous avez des infos sur le gouvernement, de coups de pouce pour les artisans? Non, pas plus de ce que Bernard vient de dire. Non. Mais j'ai appuyé sur les appels d'offres et qu'on réponde. Justement, quand nous avons mauvaise cotation, on ne peut pas répondre aux appels d'offres. Ça veut dire qu'on perd carrément le marché. Que c'est toutes ces problématiques de la société, c'est le Covid, après les crises internationales, tout s'est cumulé. J'ai une question sur les appels d'offres. Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui font appel à des fournisseurs, qui mettent parfois des fournisseurs en concurrence. Donc, tout le monde travaille sur des dossiers, tout le monde fait ce travail sur l'appel d'offres, qui coûte de l'argent à l'entreprise qui le fait. Pourquoi, quand vous travaillez avec des services de l'État, le service de l'État ne vous dise pas, ce qui me paraîtrait totalement normal, vous avez fait du travail pour nous, puisque vous avez participé à une appel d'offres, vous avez monté un dossier qui est généralement assez long et assez lourd, et on vous le paye. Est-ce que ce serait pas la moindre des choses finalement? C'est moindre des choses, mais on ne fait pas. Et que si vous, est-ce que c'est pas quelque chose si vous avez le marché, il faut attendre pour le règlement. Moi, je travaillais avec Ville de Paris pour l'action sociale de Ville de Paris. On nous a payé 18 mois après. Comment on peut résister dans le marché si les banques ne soutiennent pas?
pour le règlement de 18 mois. 18 mois de paiement. Et si on ne paye pas à nos fournisseurs, les fournisseurs, ils nous fournissent plus de matériel que nous avons besoin. Ce qui est valable dans un sens n'est pas valable dans l'autre. Cette chaîne doit continuer. Absolument. Ça veut dire qu'on a besoin toujours, la banque, être endettée pour continuer notre travail. Eh ben, restez avec nous. On revient dans un instant. C'est les vraies voies responsables. Responsables, oui, responsables, parce qu'il faut parler des entreprises qui ne vont pas bien. Comment les aider, comment les soutenir, comment leur tendre la main. Eh ben, on en parle dans un instant. Jusqu'à 20h. À tout de suite. Et on fait le point. Dans quel état d'esprit sont nos patrons de TPE, PME et de l'artisanat en cette rentrée, on va dire, où la France et même le monde sont en crise. Avec nous pour en débattre, Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Île-de-France et du think tank Étienne Marcel, Farzaneh Ziafati, première vice-présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Paris, membre de la CIMA Île-de-France et chef d'entreprise dans le bâtiment et le numérique, Stéphanie Cos, chef d'entreprise qui a plusieurs boutiques d'esthétique et de beauté, et Luc-Éric Krief, porte-parole de Place d'Alliance. C'est la dernière ligne droite de l'émission, les amis. Quelles sont les perspectives pour cette fin d'année? On va embaucher, on va licencier, ou plutôt, comme disait un certain Winston Churchill, wait and see. Bernard Philippe, moi je dirais pour vous que ça dure. Vous l'aviez pas prévu celle-là. Non, celle-là, on est passé de l'Angleterre à l'Italie. Mais oui, mais moi je suis made in France, hein, oui. Donc même made in Corse. Oui. Donc non, on va essayer de tenir et il faut tout faire pour tenir parce que on n'a pas passé la Covid pour jeter l'éponge aujourd'hui. C'est difficile. C'est pour ça qu'on a besoin de l'État, on a besoin de régions, on a besoin aussi du soutien des consommateurs. Excusez-moi de le dire, Philippe, parce que là on est des entrepreneurs de proximité. Il faut vraiment aller vers le commerce de proximité. Il faut vraiment faire un maximum marcher les commerces qui vous entourent. C'est des emplois, c'est de la qualité, c'est du savoir-faire. Stéphanie Cos, dans quel état d'esprit plutôt pour d'ici la fin de l'année? On embauche, on reste stable ou on envisage de réduire la voilure? Alors on aimerait embaucher, mais on ne trouve pas. Et pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Depuis 2-3 mois, on ne trouve pas de personnel à embaucher. Est-ce que vous avez du personnel qualifié? Enfin, j'imagine que c'est un minimum de... Oui, des esthéticiennes. Ah ouais, des esthéticiennes diplômées. Mais vous les trouvez pas, pourquoi? Parce qu'elles ont leur propre commerce, parce que le travail n'est pas intéressant, parce que quoi? Parce qu'elles ont changé. C'est quoi la raison? On n'a aucune idée de cette difficulté. Mais c'est quoi, vous avez de cette difficulté? Vous n'avez pas de CV ou quand elles viennent, elles ne restent pas? On ne trouve pas de CV. Lorsque l'on a des rendez-vous, des entretiens d'embauche, elles ne viennent pas. Enfin, le peu d'entretiens d'embauche, elles ne viennent pas. C'est assez surréaliste. Ouais. Farzaneh, vous êtes plutôt en quel état d'esprit? Parce que le bâtiment, c'est compliqué, Moi, je parle de nous, tout commerçants et artisans. Vraiment, les difficultés de recrutement sont source d'inquiétude. Surtout en bâtiment, en hôtellerie et en alimentation. Moi, je pense qu'après, mon point de vue, après la crise sanitaire, les comportements des Français ont changé. Ah oui, ça je vous confirme. Il y en a beaucoup qui souhaitent faire les conversions. La reconversion professionnelle. Et en 2020, et ça c'est le chiffre vrai, 50% d'entreprises créées à Paris, ils sont auto-entrepreneurs. Ça veut dire être salarié, ça le motive plus. On souhaite créer leur structure, mais pour vraiment gagner sur le coût plus, parce que les charges c'est moins, on ne paye pas à URSSAF. Oui, c'est un autre mode de fonctionnement. Autre mode de fonctionnement. Mais ça ne remplace pas les salariés qualifiés. C'est pourquoi c'est important qu'on privilégie. Vous êtes tout corps d'État, vous n'arrivez pas à trouver d'électriciens, de plombiers, de plaquistes? Quand on met l'annonce sur le site de Pôle emploi, il y en a beaucoup de demandes qui viennent. Mais dans vraiment, je n'exagère pas, dans plusieurs entretiens que je fais, on dit, oui, je suis prête à travailler, mais quand même, j'ai mon statut auto-entrepreneur. Pour tester, je préfère travailler à mon compte pour vous, mais ça ne nous intéresse pas. On a besoin de notre propre salarié pour pouvoir gérer leur emploi de temps et gérer nos chantiers. Mais est-ce que vous n'allez pas être un peu obligé, si effectivement, si ça prend cette direction-là, de dire, on n'a plus de salariés, mais on travaille qu'avec des indépendants, même si je comprends que c'est compliqué pour vous. Personnellement, je ne suis pas pour, parce qu'on ne maîtrise pas leur emploi de temps. Oui, mais si vous n'avez pas le choix. Oui, mais de toute façon, on fait, parce que nous n'avons pas de choix. Ouais. Mais c'est pas notre souhait comme chef d'entreprise. On voulait maîtriser l'emploi de temps de nos salariés. Oui. On va maîtriser ce qu'ils font. Et 2 raisons. Plus, on accepte de travailler pour
nous, et ils travaillent parallèlement ailleurs. On vient 2 heures ici, 3 heures ici. Comment on peut gérer les chantiers c'est compliqué. si on ne maîtrise pas l'emploi de temps de nos salariés? Et je pense que les meilleures solutions, il faut vraiment augmenter les salaires. Ouais. Mais je suis chef d'entreprise, mais augmenter, que ça soit à l'autour de la vie actuelle, pour motiver des salariés. Allez-y. On n'a pas eu Luc-Éric Krief. Luc-Éric Krief, vous avez des problèmes pour recruter, vous aussi, ou pas? Parce que vous êtes multi-activité, plasturgie, métallurgie. Oui. Non, en fait, recruter aujourd'hui, par exemple, chez une entreprise également de froid industriel, donc trouver des frigoristes, comme on les appelle, c'est mission impossible. Ça fait 1 an et demi que je cherche des frigoristes autour du Creusot. C'est impossible de trouver. Et pourtant, on a augmenté les salaires, on fait des propositions. Expliquez-nous ce que c'est. C'est tout ce qui est entretient la chaîne de froid, Cécile. En fait, le métier de frigoriste, ce sont des gens qui maintiennent la chaîne du froid, donc des entrepôts frigorifiés à température positive ou négative. Ce sont des armoires de froid dans le magasin quand vous allez en GMS ou là où sont stockés les produits frais. Voilà, donc on fait le maintien de la chaîne de froid et là, on ne trouve pas un frigoriste. Alors pour plusieurs raisons. 1, c'est des métiers qui n'attirent plus, donc on a très peu de vocation là-dedans. Et puis 2, il y a une véritable crise. Les gens ne veulent plus travailler parce qu'il y a des contraintes. Et les salariés ne veulent plus de contraintes. Il y a de l'astreinte. Quand vous faites du froid industriel, vous avez de l'astreinte nécessairement. Et on vous dit, moi, je veux bien venir travailler, mais pas d'astreinte. Donc, je veux être disponible le week-end. Oui. Ça peut s'entendre. On a malheureusement un changement de culture d'entreprise. Et les gens, aujourd'hui, sont plus attirés par le loisir, par la disponibilité que par l'entreprise. Et pourtant, il va bien falloir travailler. Bernard Cohen-Haddad, c'est ce qu'on appelle finalement la marque employeur, de se dire qu'aujourd'hui, l'employeur doit séduire à tout prix et être totalement parfait pour que les salariés puissent venir. C'est la marque employeur, et j'allais y venir parce qu'on ne l'avait pas évoqué, c'est-à-dire la capacité pour une marque d'être à la hauteur des attentes des collaborateurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus le patron qui choisit, c'est le collaborateur, le salarié qui choisit son entreprise. Et c'est vrai, ça a bien été dit par Farzanet, par Eric, c'est que paradoxalement, et aussi par Stéphanie, c'est que paradoxalement, aujourd'hui, nos collaborateurs sont plus exigeants. Mais nous avons fait des efforts, nous sommes plus sociétaux. Les salaires, paradoxalement, aussi ont été augmentés parce qu'on paye beaucoup plus cher aujourd'hui à poste égal qu'il y a 2 ans. Cependant, il y a des exigences et puis des volontés de personnes de changer de métier. Débat passionnant ce soir sur l'entrepreneuriat. Merci à vous 4. Merci d'avoir été avec nous. Petits patrons, artisans. Un grand salut à Abu Dhabi, mon cher Luc-Éric Krief. À bientôt. Voilà, je vous embrasse. Je vous embrasse, il fait nuit, mais il fait très beau, 40 degrés. 40 degrés, oui, à 10h du soir, c'est pas mal. Merci beaucoup également Bernard Cohen-Haddad, Farzanet Ziafati, Stéphanie Kos. On se retrouve demain, ma chère Cécile, de 17h à 20h. Ouais. Dans un instant, absolument, qui reçoit Julie Zenati. Après, il y aura Jacques Pessis avec Les Clés d'une vie. Demain matin, Benjamin Glaise et Le Grand Matin avec Patrick Roger et Bourdan et Valérie Expert et notre ami André Berkoff. Ensuite Brigitte Lahaye, Trina Magdine et les vraies voix. On a fait tout le monde. Allez, on se retrouve demain matin. Passez une belle soirée. Merci de nous avoir suivis et bienvenue sur Sud Radio. Salut.